Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous accompagner durant tout le week-end pour un tour d'horizon de l'actualité de la Principauté qui sera largement consacré au Grand Prix de Monaco. Soyez les bienvenus. Au sommaire de ce vendredi 24 mai 2024. En ce week-end de Grand Prix, nous accueillerons Eric Bilderman, journaliste à l'équipe, spécialiste F1 pour évoquer son interview du Prince Albert II réalisé sur le circuit pour le quotidien L'équipe. Le circuit de Monaco, vous le verrez, une véritable Madeleine de Proust pour le Prince Albert II. Ce sera également l'occasion de revenir sur l'histoire du Grand Prix ainsi que ses enjeux. Et puis une nouveauté pour cette 70e édition du Grand Prix de Monaco, c'est la tribune flottante de la société d'exploitation des ports de Monaco. Nous prendrons la direction de la fan zone, située au marché de la Condamine. Tout au long du week-end, on y retrouve de nombreuses animations, reportages au cœur de la fan zone dans ce journal. Et s'il y a un endroit où il fait bon être vu, c'est le paddock, installé sur le quai Antoine Ier. Et puis du basket, Monaco s'est imposé face à Bourg-en-Bresse 85-72 lors du premier match des demi-finales des playoffs. Avant de démarrer, un mot des essais libres du Grand Prix dans ce journal avec Charles Leclerc qui s'est montré dominant aujourd'hui, que ce soit en pneus durs, médium ou tendre. Le Monégasque a réalisé les meilleurs chronos au volant de sa Scuderia Ferrari. Derrière Mercedes, Red Bull, Aston Martin et McLaren ont été les plus compétitifs. La bonne forme de Charles Leclerc est de bon augure avant les qualifications qui auront lieu demain à 16 h. Et puis, vous le voyez sur ces images, comme chaque année, en marge des courses, le couple princier a tenu à aller à la rencontre des bénévoles de la Croix-Rouge monégasque. Ces derniers sont mobilisés tout au long de ce long week-end pour assurer la sécurité des spectateurs venus par milliers à Monaco. Je vous propose désormais d'accueillir Eric Bilderman, journaliste pour l'équipe et spécialiste F1. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de votre temps dans cette période que j'imagine riche pour vous. Pour le quotidien L'équipe, vous avez réalisé une interview du Prince Albert. Vous avez parcouru le bitume du circuit du Grand Prix de Monaco avec, j'imagine, pour son Altesse Sérénissime, une multitude de souvenirs puisqu'il foule le circuit depuis ses 7 ans. Effectivement, on est parti, donc bien entendu, de la ligne de départ et on a cheminé une grande partie donc, de ce circuit où effectivement à chaque endroit lui revenaient des souvenirs, et ce qui était intéressant c'était que l'essentiel des souvenirs étaient des souvenirs personnels. Quand il nous raconte qu'il allait se baigner là où est aujourd'hui le Yacht Club dans une petite crique, en fait un petit endroit avec des rochers qui s'appelait le Calypso. Il y avait un petit restaurant bar juste au-dessus. On est dans un Monaco que peu de gens connaissent. C'est un Monaco des années 60, 70, 80. Quand il nous parle de la main au collet et du restaurant où a été tournée une scène qui est aujourd'hui le restaurant qui fait l'angle à la Rascasse, voilà autant de souvenirs qui nous amènent en fait à un échange avec son Altesse Sérénissime sur son intimité, sur sa sensibilité, plus que de parler de Formule 1. À peine terminé le circuit d'Imola et le Grand Prix d'Émilie-Romagne, le championnat du monde de Formule 1 enchaîne ce week-end avec le Grand Prix de Monaco. Comment expliquez-vous que le Grand Prix soit considéré comme l'une des courses automobiles les plus prestigieuses au monde? Comment a-t-il acquis ces lettres de noblesse? Écoutez, il suffit de regarder la légende de la triple couronne. Il y a 3 courses au monde que tout pilote souhaite un jour remporter. C'est les 24 heures du Mans en endurance. En IndyCar, vous avez les 500 miles d'Indianapolis. Et en Formule 1, vous avez le Grand Prix de Monaco. Ce sont des trophées mythiques, ce sont des courses mythiques. Vous avez, et on le voit derrière moi, un panorama unique au monde. Vous avez une course qui est extraordinaire puisqu'elle se déroule dans une ville où on a à peine une difficulté totale à imaginer qu'on puisse disputer une course automobile, qu'on puisse pendant 70 tours aller se frotter à 2-3 cm des murs, à 2-3 cm des barrières de métal. On est là face à un travail d'artistes, ce sont tous des Mozart du pilotage. La caractéristique du circuit, c'est que c'est le plus court en distance de la saison, 3,337 km, mais ce n'est pas pour autant le plus rapide à boucler. Comment est-ce que vous l'expliquez ? En fait, la vitesse moyenne est très faible. Quand vous avez le virage le plus lent du championnat du monde, le virage qui aujourd'hui s'appelle celui du Fairmont, qui s'appelait il y a quelques années le virage du Loves, et avant celui de l'ancienne gare, vous êtes sur un circuit sinueux
où la vitesse moyenne et la vitesse maximale atteinte sont parmi les plus faibles du championnat. On est face à une course totalement atypique. Il y a d'autres grands prix en ville. On pourrait parler de Singapour, on pourrait parler aujourd'hui de Miami, et il y en a de plus en plus. Mais la spécificité du Grand Prix de Monaco, c'est qu'on est vraiment dans le cœur d'une ville qui n'est pas une ville moderne, une ville des années 2000, une ville des années 2020. Là, on est une ville qui a gardé quelque part au niveau de son tracé, au niveau de ses rues, eh bien, un siècle et demi d'histoire de l'automobile. Moi, je dirais que la seule question qui m'interroge véritablement, c'est que plus on avance, plus les Formule 1, pour des raisons de sécurité et d'aéro, deviennent de plus en plus longues. Elles font près de 6 mètres de long, elles font près de 2 mètres de large. Et il faudrait que lors de la prochaine réglementation qui verra le jour en 2026, on puisse réduire quelque peu la taille de ces voitures pour permettre à nouveau des manœuvres spectaculaires en course, des manœuvres de dépassement. Max Verstappen a résisté à la tentative de remontée du Britannique Lando Norris et a remporté le Grand Prix de Formule 1 d'Émilie-Romagne dimanche dernier. Verstappen a donc ajouté une 59e victoire à son palmarès. D'après vous, est-ce que sur cette ère, Charles Leclerc réussira à mettre fin à la malédiction, lui qui n'est jamais monté sur le podium en principauté? Alors, chaque année on l'espère. Chaque année, malheureusement, on a été déçus. Je dirais que cette année, c'est assez étonnant. Il y a comme une petite chanson de décontraction, comme si l'exigence était moindre, comme si l'attente, à force d'avoir été déçu, eh bien, ne transpirait pas autant que les autres années, alors qu'on a la sensation, effectivement, que la course est plus ouverte que jamais, que Max Verstappen et les Red Bull ne sont pas forcément dominantes sur les 2 dernières courses et en particulier sur ce type de circuit. Et c'est peut-être l'année où on parle moins de Charles, on parle tout simplement d'une course où il y a 7, 8, 9, 10 voitures qui peuvent potentiellement s'imposer. Ben c'est peut-être cette année, justement, en mettant moins la pression à Charles, que Charles va offrir à toutes ses compatriotes une victoire que tout le monde attend, bien évidemment, en principauté. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Monsieur Bilderman. Merci à vous. C'est la nouveauté de cette 70e édition du Grand Prix de Monaco, une tribune flottante de la société d'exploitation des ports de Monaco avec un espace lounge érigé sur une plateforme de 600 mètres carrés répartie sur 3 étages, conçu grâce à 26 caissons acheminés par la route, un espace entièrement VIP qui pourra accueillir 400 personnes. Camille Caloni et Yannick Debever vous la font découvrir en exclusivité. Elle est là, nichée entre les super yachts et le circuit du Grand Prix de Monaco, la plateforme flottante de la société d'exploitation des ports de Monaco est idéalement située, un lieu évidemment pas choisi par hasard. Dans le plan de port du Grand Prix, c'est un endroit où on n'arrive pas à mettre beaucoup de bateaux et pas des grands. Donc c'était d'utiliser au mieux cet espace et pour nos clients. La vue sur la chicane du port est imprenable. Un site exceptionnel visité par quelques guests remarqués, mais qui représente surtout une offre prestigieuse supplémentaire pour les clients des ports de Monaco. Sur le Grand Prix, on accueille 130 bateaux et il y en a 30 qui voient le circuit. Donc on a 100 qui sont dans le port mais qui ne voient pas. Et là, on leur offre une possibilité, en se déplaçant avec leur tender, un endroit où ils ont accès, de venir et d'être un endroit unique. Ériger une plateforme en mer représente un défi de taille et de poids. Une prouesse technique et technologique rendue possible après 6 mois de travail et une bonne centaine de plans architecturaux. La plateforme a été créée avec des caissons flottants qui sont les mêmes qui ont été utilisés à Mare Terra. Il y a 28 caissons flottants qui ont été assemblés, consolidés, ballastés en fonction des notes de calcul qui ont été faites pour pouvoir justement après accueillir, disons, la structure en échafaudage que nous voyons, donc 3 étages différents pour une superficie totale de plus de 500 mètres carrés. Un espace convivial qui séduit déjà et qui semble voué à se reproduire les prochaines années. Prenons la direction de la Fan Zone, marché de la Condamine, où durant tout le week-end on retrouvera de nombreuses animations, l'occasion de s'acheter des souvenirs, tester les simulateurs de Formule 1 ou rencontrer les pilotes stars, de quoi ravir les fans de F1 qui étaient déjà excités à l'idée de les rencontrer, comme ont pu le constater Anaël Marquez et Alexa Vial.
Ils étaient des centaines ce matin sur la fanzone du Grand Prix pour tenter d'apercevoir Pierre Gasly, Lando Norris, Alex Albon ou encore Fernando Alonso. Un seul objectif en tête, essayer d'obtenir une photo ou un autographe de leur pilote préféré de Formule 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur la place du marché de la Condamine, l'ambiance était électrique. Et après ce moment d'excitation, les amoureux de courses automobiles ont pu profiter des animations de la fanzone pour se remettre de leurs émotions. Simulateurs et autres ont alors permis à certains fans de réaliser leurs rêves pour être pilote de Formule 1 ou mécanicien pendant un court instant. C'est une super expérience, c'est bien qu'il y ait des choses qui soient mises en place comme ça sur le circuit pendant le week-end. C'est assez réaliste et c'est assez bluffant et on prend beaucoup de plaisir à se prendre au jeu. Oui, j'avais testé aussi le changement de pneus chez Red Bull. Non, franchement, c'est une super idée. This is amazing because you can try how the mechanics do their work. So it's very cool. Oh, it's great fun. It's just silly for me because I'm not like really into it, but it was fun. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce concept de fanzone plaît aux visiteurs venus à Monaco pour le Grand Prix. I think it's a really fabulous idea because there's so many fans and it's free and it's just such a nice atmosphere to get everyone together. Et c'est sympa, c'est la première fois, première expérience pour le Grand Prix de Monaco. Et puis la fanzone, ouais, c'est animé, l'ambiance est sympa. Puis surtout à côté du marché de la Condamine, c'est un endroit stratégique, déjà convivial naturellement. Donc là en plus, génial. Et les animations continuent demain sur la place d'Armes avec d'autres pilotes attendus. Lewis Hamilton, Max Verstappen ou encore notre pilote national Charles Leclerc seront au rendez-vous. Et s'il y a un endroit où il fait bon être vu, c'est le paddock installé sur le quai Antoine Ier. Patricia Navarro et Camille Caloni s'y sont promenés pour vous. Bienvenue dans le paddock, une véritable petite ville au cœur des infrastructures du Grand Prix. En quelques jours seulement, d'imposants bâtiments ont été érigés sur le quai Antoine Ier, avec le plus emblématique d'entre eux, l'immense barge flottante qui est le repère de l'écurie Red Bull. Tout le monde s'y presse, les VIP et les pilotes notamment. Le site est unique, aucun autre circuit ne peut rivaliser avec le port de Monaco. The paddock today is exclusively for the team hospitality units. When I was racing, it was also where the cars were kept. But now we have this fantastic new pit complex, which means the teams can stay in the pit lane. But as you can see behind, the paddock extends beyond the normal area. We've got Red Bull with their energy station. And I think that the increased challenge for building this is made even more remarkable by the fact that the whole thing comes together over the course of a few weeks in terms of building the track and the paddock, and then within less than that, everything is back to normal. But the people love to be here. The fact that we're in the Mediterranean, on the harbour, we have the Grand Prix cars, we have the palace, we have the casino behind us. There's so much from the history of the sport which connects the past with the future. Et au cours des dernières années, le paddock n'a cessé de s'étendre et d'être de plus en plus attractif, bien loin de ce qu'il était à l'époque de la légende Sir Jackie Stewart. The Principality is different than every other Grand Prix in the world. And look at the biggest yachts in the world come to Monte Carlo for the Grand Prix. So it's something that I think is unique, certainly in the world of sport. But I think also in the world of business. But look at it. I mean, the Red Bull motorhome, as it calls, I mean, it's a city. It's very big and very nice and beautiful. Just the whole element of it is there is no other motor race in the world that's even close. Pour les plus chanceux des passionnés de Formule 1, ceux qui ont réussi à décrocher un précieux badge d'accès au paddock, c'est la possibilité d'y croiser des pilotes comme Max Verstappen ou Daniele Ricciardo et des grands sportifs internationaux venus d'autres championnats en toute décontraction. C'est très important d'être au bon moment et au bon endroit, car on a la chance de retrouver des anciens pilotes et donc pouvoir faire des vieilles photos et pouvoir un petit autographe, c'est pas mal. Et avec un peu de chance, même derrière les barrières, aux abords immédiats du paddock, la pêche aux autographes peut s'avérer bonne. Hier, on en a eu beaucoup et on va passer les 3 derniers jours ici. Qui as-tu eu comme autographe hier? Albon, Russell, Leclerc, on l'avait vu ici, on l'a attendu. Il était dans le paddock.
Il était avec les enfants de l'association de la princesse Charline et il nous avait signé sur les photos. Une belle récolte et le spectacle ne fait que commencer. L'arrivée des VIP va monter en puissance jusqu'à dimanche pour ne pas en manquer une miette. Autant dire que le paddock, c'est the place to be. Et puis quand art et sport automobile fusionnent, cela donne cette exposition aux Galeries Barthou. Depuis le 3 mai, vous pouvez voir exposer les 15 œuvres du sculpteur français Antoine Dufilot au cœur du Métropole Shopping Center. Au programme, des sculptures de voitures de Formule 1, Justin Hadel et Camille Caloni. C'est un art particulier mais envoûtant. Des sculptures dont on pourrait reconnaître le modèle en quelques instants. Le travail de la forme, du design, Antoine Dufilot a su se faire un nom avec un style devenu sa marque de fabrique. Cet artiste, il y a 3 facteurs qui sont essentiels, à savoir premièrement qu'il a été baigné depuis son enfance par des oncles collectionneurs de voitures anciennes. Il a fait aussi médecine pendant 3 ans et plus particulièrement intéressé par l'anatomie de l'homme. On parle du squelette en l'occurrence, et il a une formation d'architecte paysagiste qui va donner toute la détermination de son travail, à savoir la maîtrise des formes, pour donner aujourd'hui des voitures qui ont du mouvement, un sens et de la vitesse. Cela fait déjà plusieurs semaines que les Galeries Barthou ont décidé de proposer cette exposition, en plein cœur du Métropole Shopping Center. 5 sculptures sont exposées à 2 endroits du premier étage, 10 œuvres, elles, sont positionnées juste en dessous du puits de lumière. Différents modèles sont présentés. Là, avec sa voiture de Formule 1, on est en pleine Formule 1 et le Grand Prix de Monaco qui est connu mondialement. On va avoir des Lamborghini, on va avoir aussi des Mercedes pour vous donner un peu les âges et la construction de l'artiste qui va utiliser différentes voitures, différents âges et utiliser différentes époques. Des voitures récentes, comme plus anciennes, Dufilot s'inspire de sa collection privée, mais pas que. Pour observer son art, ici, il vous reste peu de temps, jusqu'au 26 mai. Sans transition, du sport et la Roca Team qui s'est imposée face à Bourg-en-Bresse 85-72, particulièrement chahutée par une équipe burgienne dominatrice. La Roca Team a fait parler son expérience en retour des vestiaires en s'appuyant notamment sur Okobo, 20 points et 6 passes. Pendant 25 minutes, Monaco et Bourg-en-Bresse ne se sont pas lâchés d'une semelle pour cette première rencontre des demi-finales de Betclic Elite. Un match très défensif avec de nombreuses pertes de balles des deux côtés et un gros manque d'adresse en première mi-temps. C'est la Jeu qui prend l'avantage en premier avec 6 points d'avance, mais encaisse dans la foulée un 11-2 de la part des Monégasques qui leur permet de virer en tête à la mi-temps 36-33. Un faible scoring qui laisse place ensuite à un feu d'artifice dans le 3e quart. Monaco se lâche et passe un 21-6 en 5 minutes pour s'assurer un matelas confortable pour le dernier quart-temps. Frustré par un manque d'adresse et par la justesse de Monaco qui ne laisse rien, l'entraîneur de Bourg-en-Bresse, Freddy Fotoux, est expulsé pour une contestation trop virulente envers les arbitres. La fin de match est une formalité, les Roca Boys sont sérieux et poussent jusqu'au bout pour finalement remporter ce match 1 85-72, porté par leur leader offensif, Eli Okobo, auteur de 20 points et 6 passes décisives. Il fallait rester en équipe, il fallait rester regroupé et faire les efforts nécessaires et on les a fait un peu déjouer sur certaines périodes et nous on a réussi à faire bouger la balle et on a eu des tirs simples et tout le monde a participé et on a pu voir quand Peter est revenu sur le terrain, il était prêt donc voilà, on va avoir besoin de tout le monde sur cette série et peu importe qui est sur le terrain. La clé du match c'est les balles perdues, les rebonds offensifs et le repli. Donc il y a eu des périodes où quand ils font leur run, c'est exactement ça qui se passe. Donc il va falloir gérer ça beaucoup mieux. Et eux, je pense avec la suspension du coach, avec l'orgueil aussi, ils vont amener beaucoup plus d'intensité et il va falloir être prêt. Une première victoire importante pour la Roca Team avec un point noir tout de même. La blessure de Donatas Motiejūnas en première mi-temps qui pourrait contraindre le Lituanien resté sur le banc lors du match de samedi. Toujours en sport, un coup de chapeau à des élèves de seconde du lycée Albert Ier. Ils sont devenus aujourd'hui champions de France UNSS de football à 7 cadets. En finale, à Abbeville dans la Somme, ils ont battu l'équipe d'Agno 2-1.
L'auteur monégasque Alain Pasteur est notre invité pour évoquer la pièce Le Rêve de Mercier qui nous amène dans les fiefs Grimaldi au travers de deux personnages. On en parle tout de suite. Bonsoir Monsieur Pasteur. Bonsoir. Alors vous avez écrit la pièce de théâtre Le Rêve de Mercier, jouée ce soir au château de Torigny en Normandie à 20h30 et auparavant à Monaco. Le Rêve de Mercier, c'est la rencontre d'un révolutionnaire et d'une princesse de Monaco. Comment vous est venue l'idée de cette pièce qui retrace les dernières heures de la princesse Françoise Thérèse de Choiseul-Stainville, l'une des dernières victimes de la terreur? C'était en 1794. C'est une pièce qui a été créée en novembre 2021 à Monaco. Et donc, comme vous l'avez dit, qui retrace le destin tragique de cette jeune princesse. Cette pièce, évidemment, je l'ai écrite un peu en hommage à son parcours malheureux, mais aussi parce que j'avais été toujours frappé par le destin cruel qui fait qu'elle est exécutée quasiment en même temps que Robespierre, c'est-à-dire qu'en fait, elle aurait pu être sauvée à quelques heures près. Je sais que la famille princière est venue assister à la représentation. Quel regard porte-t-elle sur votre pièce? Lors de la création, nous avions eu l'honneur d'avoir la princesse de Hanovre. Et puis, le prince souverain m'a fait également l'honneur de venir à d'une représentation parisienne au cours de l'hiver 2022. Et finalement, à cette occasion, quelques semaines après, il en a parlé aux représentants des sites historiques Grimaldi, qui étaient venus en principauté, ce qui m'a permis donc de rencontrer plusieurs personnes qui étaient intéressées par la représentation de cette pièce qui effectivement parle de l'histoire de Monaco, mais aussi l'histoire de la famille Grimaldi en lien avec la France. Et j'ai eu la chance d'avoir comme interlocuteur rapidement les représentants d'une association culturelle de Torigny. Donc c'était en Normandie, et c'était pour moi très important parce que le château de Torigny, donc qui appartenait à la famille Grimaldi, et donc qui est contemporain à ce moment-là de l'époque révolutionnaire. Donc ce château de Torigny est cité dans la pièce. Donc ce soir, nous allons avoir cette chance inouïe de parler d'une pièce, enfin parler plutôt d'un lieu dans lequel va se jouer la pièce, au château de Torigny, qui est cité dans la pièce. Voilà, ça c'est un grand honneur. Et d'ailleurs, je me permets de vous dire que hier, nous étions à Granville, où on a donné 2 représentations pour des scolaires. En Normandie également. Voilà, Granville qui fait partie des sites historiques Grimaldi. Et Granville, l'écrivain et géographe Élisée Reclus l'avait surnommé, et le surnom est évidemment resté, le Monaco du Nord. C'est aussi une pièce qui nous permet d'en apprendre davantage sur cette période historique de la terreur. On y apprend une multitude de choses, tout en ayant le sentiment de se distraire. Est-ce que c'était votre parti pris? Exactement. Mon idée, c'était d'écrire une pièce qui soit intéressante pour un public connaisseur, des historiens, des professeurs, qui retrouvent très, très vite un cadre qu'ils connaissent bien. Et aussi, et ce qui est arrivé évidemment très souvent, et j'ai eu le plaisir d'avoir beaucoup de témoignages après les représentations parisiennes, d'un public qui ne connaissait pas grand-chose, si ce n'est évidemment la Révolution, mais même la période de la Terreur qui est très particulière et qui finalement est dans un laps de temps très court, mais aussi des personnages comme Louis-Sébastien Mercier, qui était un personnage important, mais aujourd'hui moins connu, évidemment, et aussi le destin, bien sûr, de cette jeune héroïne, de cette jeune princesse de Monaco, et ça m'a permis, en fait, si vous voulez, c'est le cas d'ailleurs aujourd'hui dans notre petit périple normand, c'est aussi de porter l'histoire de Monaco un peu à la connaissance un peu au-delà de nos frontières, et d'aller à Paris, d'aller en Normandie. Nous étions à Bruxelles au mois d'octobre, pour que cette figure de notre histoire soit connue et surtout appréciée. Merci d'avoir été notre invité, Monsieur Pasteur, et je vous souhaite une excellente représentation ce soir au château de Torigny. C'est moi qui vous remercie. Bonsoir. En ce vendredi, avant de passer aux prévisions météo, votre chronique Ceux qui font Monaco, nous allons retrouver aujourd'hui Christine Datomel sur le Rocher. Aujourd'hui, je vous emmène sur le Rocher pour découvrir une petite pépite qui a ouvert il y a seulement 1 an de cela. La boutique s'appelle Arôme Monte Carlo. Vous allez le voir, ici, une adorable famille tient les lieux. Nous avons rencontré la fille de la gérante. Elle a seulement 11 ans.
Elle s'appelle Maria. Elle parle à la place de sa maman. Pour les visiteurs de Monaco, nous offrons la possibilité d'acheter le parfum de Monaco. Et comme ça, après, les touristes ils se rappellent de cette principauté. On est créé parce que c'est fait pour les touristes, parce qu'on voulait un peu changer et faire un truc unique pour Monaco. On peut retrouver des parfums pour la maison, d'ambiance et aussi pour nous. Alors comment ta maman crée ses parfums? Elle crée ses parfums dans un laboratoire à Grasse et il y a 7 parfums différents. Alors est-ce qu'on peut, si on veut, venir chez vous et créer son propre parfum? Bien sûr, on pourrait le faire. Alors vous l'avez déjà fait? Oui, pour le prince à Noël et pour ses amis. Alors quel genre d'odeur aimait le prince par exemple? Il aimait le jasmin et le safran. Alors si vous aussi vous souhaitez un parfum qui vous rappelle les senteurs de la principauté, eh bien rendez-vous chez Arôme. La boutique vous accueille tous les jours de 10h à 18h. Et puis vous pouvez également vous arrêter pour rencontrer Dodo, le plus petit et le chien le plus mignon de Monaco. Rejoignons désormais Justin Hadel pour les prévisions météo de ce samedi. Justin, quel temps vous nous réservez pour ces qualifications de Formule 1 ? Bonsoir Maclor, ce samedi devrait être plus ensoleillé que ces derniers jours, même si des nuages stationneront sur le rocher toute la journée et de manière assez conséquente. Des averses sont même possibles, mais attention, rien n'est sûr, le temps est assez instable. Niveau température, ça ne bouge pas, on reste sur du 15 à 20 degrés. Et si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, la mer affichera, elle, une température de 19 degrés. Le soleil se lèvera à 5h53 et se couchera à 21h. Sophie, on pense à vous, demain est votre jour. On l'a évoqué durant ce journal, on se quitte avec les photos de la plateforme flottante flambant neuve, un espace entièrement VIP qui pourra accueillir 400 personnes, cliché de Manuel Vitali. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, prochain rendez-vous avec l'information, demain à 19h, excellente soirée sur Monaco Info bien sûr.